Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Nouvelles auditions sur l'affaire Benalla. Après la convocation de l'ancien chargé de mission de l'Élysée, le Sénat poursuit ses travaux. Au cœur des débats, le fonctionnement du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Et toujours cette question du port d'armes d'Alexandre Benalla. On en parle dans un instant. Les préconisations du Sénat sur les mineurs délinquants, comme le prévoit l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs, les sénateurs souhaitent consacrer la primauté de l'éducatif sur le répressif et ils disent non à l'ouverture de 20 nouveaux centres éducatifs fermés. Le détail dans cette édition. Le métier d'herboriste va-t-il redevenir légal? La mission d'information du Sénat a rendu ses conclusions. La profession espère un statut, alors que se soigner par les plantes correspond aujourd'hui de plus en plus à une demande sociétale. Seuls les pharmaciens sont pourtant habilités à vendre des plantes médicinales. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions à l'actualité aujourd'hui. On retrouvera également Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Mais avant de développer tous ces titres, les élus de la Seine-Saint-Denis à Matignon, ils réclament un droit à l'égalité républicaine. En mai, un rapport parlementaire pointait déjà du doigt les inégalités de traitement de ce département en difficulté. Jordan Klein. Direction l'hôtel de Matignon pour Philippe Dallier. À 13 h, il est reçu avec ses collègues parlementaires de la Seine-Saint-Denis par le Premier ministre pour évoquer le manque de moyens des services publics de son département. L'idée, tenter de trouver des solutions. Ce que j'espère, c'est que le Premier ministre nous donnera un accord sur cette idée de plan de rattrapage et qu'ensuite on pourra se revoir régulièrement pour vérifier qu'il est bien mis en place et peut-être au travers d'indicateurs de vérifier que la situation s'améliore. Il faut aussi peut-être finir par accepter l'idée qu'il faut traiter ce département de manière particulière, également en termes de, pas en termes de loi, mais en termes de règles et de dispositifs qu'on y applique. Les problèmes qui gangrènent la Seine-Saint-Denis ont été pointés du doigt il y a 4 mois dans un rapport. Des sous-effectifs chroniques dans la justice, l'éducation ou la police, mais aussi un manque d'infrastructures sportives. Un constat qui persiste alors que la population ne cesse d'augmenter. Il faut surtout qu'on réussisse collectivement à faire comprendre que ce département, d'une certaine manière, est hors norme par rapport à la jeunesse de sa population, est hors norme par rapport aux revenus moyens par habitant à l'échelle de l'Île-de-France, voire du pays tout entier, est hors norme sur son explosion démographique. Si le constat est partagé par tous les élus, le compromis sur les solutions apportées pourrait être bien plus compliqué à trouver. Les parlementaires, les républicains et ceux de la France insoumise pourraient notamment s'écharper sur des sujets comme la mixité sociale. Et première réaction dans notre multiplex parlementaire, c'est celle du vice-président du Sénat, le sénateur LR de la Seine-Saint-Denis. Il est à vos côtés, Tam Tranui. Et oui, Philippe Dallier, on vient de vous entendre dans le reportage de Jordan Klein. Depuis, vous avez passé 2 heures avec le Premier ministre. Vous avez demandé un plan de rattrapage. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Avant le plan de rattrapage, et c'était très important à mon sens, on a partagé le constat. Parce qu'il ne peut pas y avoir de plan de rattrapage si déjà on n'est pas d'accord au départ sur l'état des lieux. Et je dis que c'est une très bonne chose parce que je suis élu depuis un certain temps et j'ai souvent eu le sentiment dans le passé qu'il y avait une espèce de déni de réalité sur la situation du département de la Seine-Saint-Denis, et notamment lorsqu'il s'agissait des effectifs de l'État. Donc je pense que le Premier ministre, il nous l'a dit, est tout à fait conscient que les effectifs de l'État ne sont pas au niveau des problèmes hors normes que rencontre ce département. Et ça, c'est un très bon point de départ. Il en a pris conscience avec ce rapport parlementaire aussi au printemps ? Écoutez, ce rapport parlementaire... là où il en faudrait plus. Voilà, ce rapport parlementaire de François Cornu-Gentil et Rodrigue Coquebeno a certainement contribué parce que ces deux députés ne sont pas du département de la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il a aidé à cette prise de conscience. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, le Premier ministre nous a demandé un peu de temps, parce que d'abord, la réponse va être interministérielle. Voilà pourquoi il était important que nous rencontrions le Premier ministre. Un peu de temps pour, nous a-t-il dit, mettre en place les process, ce qui signifie que
il va y avoir une clause de revoyure une fois que le Premier ministre aura vu comment, et dans la durée, parce qu'il nous a aussi dit clairement que les difficultés du pays étant ce qu'elles sont, ça ne se fera pas en claquant dans les doigts, mais même si c'est dans la durée, nous sommes preneurs. Et nous attendons ce rendez-vous suivant pour voir effectivement quels sont les moyens qui nous seront promis et dans quel délai nous pourrons les obtenir. Moyens humains, mais par exemple pour le tribunal de Bobigny, moyens en termes de locaux, pour nos commissariats, moyens en termes de locaux, etc. Justement, oui, quelle est la situation sur place? Est-ce que, il y a eu des mesures du gouvernement, la police de sécurité du quotidien ou encore le dédoublement des classes en quartier prioritaire, tout ça, ça a quand même été un début ou vous jugez vraiment que ça a été une goutte dans... Mais tous les gouvernements ont été amenés à un moment ou à un autre à annoncer la création de quelques postes par-ci ou de quelques postes par-là. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais été à la mesure de la réalité sur le terrain. La police de sécurité du quotidien, il va y avoir une expérimentation en Seine-Saint-Denis. C'est 23 postes supplémentaires pour un quartier donné. Donc une goutte. 23 postes. Donc c'est très bien de faire de l'expérimentation, mais moi je répète maintenant que l'homéopathie, ça suffit. On a besoin d'un traitement de cheval en Seine-Saint-Denis. Donc il nous faut cette prise de conscience et un plan d'action efficace et fort. Ce traitement de cheval n'avait-il pas été proposé par Jean-Louis Borloo et refusé par Emmanuel Macron lors de l'annonce de son non-plan banlieue? Est-ce que pour vous maintenant, du coup, il y a un changement de braquet? Écoutez, je répondrai que non. Et d'ailleurs, c'était, à mon sens, un peu peut-être une faiblesse du plan Borloo ou une volonté de sa part. Il ne parlait pas tout d'abord des moyens de l'État. Il proposait effectivement beaucoup de choses vis-à-vis des collectivités territoriales, du monde associatif, la politique de la ville telle qu'on l'a décrit. Là, nous avons d'abord parlé des missions régaliennes de l'État, éducation, police, justice. Borloo l'évoquait dans son rapport, mais ce n'était vraiment pas le principal de son rapport. Donc on est sur deux sujets complètement complémentaires, mais pas exactement le même sujet. Mais moi je dis et je répète que si les moyens de l'État n'y sont pas et de manière forte, tout ce qu'on fera à côté ne pourra pas donner de résultats. Voilà pourquoi c'est si important. Bien, merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à mes questions et on va donc attendre de voir de quelle façon se concrétise donc, ce rendez-vous et ce diagnostic partagé avec le Premier ministre. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. Les préconisations du Sénat sur la justice des mineurs, avec cette question sensible de l'enfermement des mineurs délinquants, alors que le gouvernement souhaite la création de 20 nouveaux centres éducatifs fermés. Les parlementaires formulent leurs propres propositions dans le respect de l'ordonnance de 45 sur la protection des mineurs. Samia Dechir. En mai dernier, les sénateurs de la mission d'information sur les mineurs enfermés avaient été choqués par leur visite au quartier pour mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte. 7 heures, c'est le contrôle des effectifs pour savoir si tout le monde est en vie. Après, on leur sert le petit déjeuner et après, il y a le scolaire. Qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? Parce que j'ai entendu 12 heures d'enseignement par semaine. Ça remplit pas des journées. Après 4 mois de travaux, ils recommandent tout simplement la fermeture des 44 quartiers pour mineurs présents dans les prisons françaises. Les jeunes de 13 à 18 ans n'y ont que 12 heures de scolarité par semaine et restent en cellule 23 heures sur 24 le week-end. Je considère qu'aujourd'hui, les quartiers pour mineurs ne présentent aucune garantie, je dirais même qu'ils sont contre-productifs en matière de réinsertion des mineurs enfermés. La mission préconise donc de construire davantage d'établissements pour mineurs, les EPM, conçus spécialement pour les moins de 18 ans. La France n'en compte aujourd'hui que 6. Les sénateurs n'approuvent pas, en revanche, la création de 20 nouveaux CEF annoncés par le gouvernement. Les centres éducatifs fermés sont censés être des établissements de la dernière chance avant la prison. Mais sur les 52 déjà existants, beaucoup sont décrits comme des cocottes minutes où les jeunes finissent par exploser. En créer 20 nouveaux coûtera 57 millions d'euros. Les sénateurs proposent de se limiter à 8. La crainte que nous avons, c'est que la création des centres éducatifs fermés, de 20 centres éducatifs fermés, soit complètement budgétivore de tout le budget de la justice pour mineurs. La mission d'information recommande de consacrer une partie des 57 millions d'euros prévus pour les CEF aux structures de milieu ouvert qui manquent aujourd'hui cruellement de moyens.
Et on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tam Tranu. Vous êtes avec le sénateur La République En Marche des Yvelines, Martin Lévrier. Oui, Martin Lévrier, l'une des préconisations du Sénat dans le cadre de la mission sur la réinsertion des mineurs enfermés, eh bien, c'est de se centrer sur l'éducatif. De quelle façon le répressif n'a pas fait ses preuves pour des mineurs? Alors l'éducatif est essentiel, c'est le fondement même de l'ordonnance de 45 qu'on essaye de reprendre dans sa philosophie et de revisiter dans sa philosophie. Il faudra probablement la réécrire parce qu'elle a été retouchée plus de 40 fois depuis l'origine. Et on se rend compte qu'on ne peut pas supprimer complètement les centres fermés, totalement fermés, ou la prison entre guillemets pour les mineurs, mais la majorité de ce qui peut réussir est bien évidemment le retour vers l'éducation quand on le peut, en partant d'un principe simple et qu'on a tous partagé dans cette commission, qui est de dire qu'un jeune n'est pas un adulte en miniature, mais une personne en devenir. Et quand elle est en devenir, il faut lui permettre de se construire et pas immédiatement de considérer qu'elle est fautive et de l'enfermer donc dans une logique de punition. La mission a jugé qu'il fallait toutefois plus de prisons pour mineurs plutôt que de quartiers pour mineurs dans des prisons classiques. Pour quelles raisons ces prisons pour mineurs sont-elles à favoriser? Alors, ce serait l'idéal dans l'absolu parce qu'on se rend compte, l'idée des quartiers pour mineurs était intéressante sur un principe assez simple qui était la séparation totale entre mineurs et majeurs. Or, ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça, il y a une porosité terrible et une grande difficulté de travail dans ces prisons avec parfois, on l'a vu lors d'une visite, des jeunes qui pendant le week-end pouvaient rester près de 23 heures sans voir personne, enfermés dans leur cellule. On ne peut pas réinsérer et proposer à des jeunes de s'en sortir dans des conditions comme celle-là. Alors que dans des quartiers spécialement réservés pour eux, le système est centré sur les jeunes avec des systèmes d'éducation. L'éducation nationale est présente, vraiment présente, et donc on arrive à mieux aider ces jeunes. Votre commentaire sur le fait que la garde des Sceaux veuille la construction de 20 centres éducatifs fermés supplémentaires. Ces centres éducatifs fermés, ils sont controversés, notamment Adeline Hazan, un contrôleur général des lieux de privation de liberté, les critiques. Alors, certains peuvent être critiquables, d'autres sont absolument remarquables. On en a visité un qui était extraordinaire. Je crois que la très bonne solution des centres éducatifs fermés, c'est quand ils ont un vrai projet éducatif et que quand ce vrai projet peut être partagé par les jeunes. Maintenant, le centre éducatif fermé, c'est la porte juste avant la prison si le jeune refait une bêtise pendant sa vie dans ce centre. Donc c'est un peu une cocotte minute si vous voulez pour ces jeunes, c'est quand même très complexe et très compliqué. Donc effectivement, c'est bien de vouloir en recréer, mais c'est essentiel aussi de mettre, passez-moi l'expression, mais elle est importante, le paquet sur tout ce qui est centre ouvert pour aider ces jeunes. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pour conclure, de quelle façon faut-il pour vous réécrire l'ordonnance de 45 et de quelle façon est-elle aujourd'hui caduque? Elle n'est pas caduque, mais il faut vraiment revenir à l'origine qui est centrée sur le jeune, considérer que le jeune est un être en devenir, considérer qu'il y a l'exception de minorité et retrouver tous ces principes fondateurs pour que les jeunes puissent être réinsérés et ne jamais oublier qu'ils sont adolescents. Bien, merci beaucoup Martin Lévrier d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Une semaine après l'audition d'Alexandre Benalla, la commission d'enquête du Sénat a repris ses travaux ce matin. Au programme des auditions plus techniques de personnalités qui ont permis un éclairage nouveau sur les métiers de sécurité rapprochés, mais aussi sur l'organisation du fameux GSPR. Vous le savez, c'est le groupe de sécurité de la présidence de la République. Aurélien Romano. C'est l'ancien chef du GSPR, le groupement de sécurité de la présidence de la République, sous Nicolas Sarkozy, qui a été le premier auditionné. Les sénateurs voulaient savoir ce qu'il en était de l'organisation de la sécurité sous l'ancien président de la République. Un poste tel que celui occupé par Alexandre Benalla n'existait tout simplement pas. Aucun conseiller membre du cabinet du président de la République entre 2007 et 2012 n'avait en charge une quelconque mission de sécurité rapprochée. De même, aucun conseiller, d'après l'ancien chef du GSPR, n'était armé sous la présidence Sarkozy, contrairement à Alexandre Benalla. Mais non. Encore une fois, si une menace avait pesé sur un conseiller, plutôt que de lui attribuer une arme, on lui aurait attribué une sécurité. Cette arme a encore fait parler d'elle et les sénateurs n'ont pas manqué de rebondir avec un autre intervenant, criminologue, sur le selfie révélé par Mediapart. J'ai rarement vu des selfies de campagne où on essaye d'impressionner la serveuse avec un Glock. D'un point de vue professionnel, c'est contraire à l'ensemble des règles de port, d'usage et de maniement des armes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas photo. S'il passait un examen, il aurait 0.
Une note éliminatoire, précise-t-il. L'organisation de la protection d'Emmanuel Macron n'était pas adéquate, voire même dangereuse, si on en croit une autre réponse. Le plus sûr moyen d'avoir un accident, un assassinat ou une bavure, c'est de créer des commandements différents avec des individus appartenant à des chaînes différentes, ayant des pratiques différentes, une formation différente, une compétence différente, au même endroit, tous avec des moyens létaux. Le port d'armes et la fonction exacte d'Alexandre Benalla sont au centre des auditions des sénateurs qui continueront le 10 octobre avec la chef du GSPR, cette fois sous François Hollande. On continue les réactions. Tam Tranui, vous êtes avec le sénateur socialiste Didier Marie. Quels sont les enseignements qu'il a pu tirer de cette nouvelle salve d'audition ce matin ? Didier Marie, quel bilan tirez-vous des auditions et notamment de celle de ce matin? L'une des principales confirmations, c'est qu'il était absolument inédit qu'un chargé de mission à l'Élysée ait un permis de port d'armes. Oui, effectivement, le sentiment général que nous avons depuis le début se confirme audition après audition. D'une part, M. Benalla et le directeur de cabinet ainsi que le chef de cabinet de l'Élysée ne nous ont pas tout dit, loin s'en faut. Les contradictions tournent autour de ce permis de port d'armes. Ce matin encore, le préfet en charge ancien chef précédemment, du voilà, de la sécurité de la présidence de la République sous 3 présidents différents, nous a confirmé qu'à aucun moment une autre personne qu'un membre de la police ou de la gendarmerie ne pouvait être à proximité du président de la République en portant une arme, quel qu'il soit. Donc voilà, d'autre part, M. Benalla, lors de son audition, nous dit que ce permis de port d'armes lui est attribué à titre personnel. Quelques minutes ensuite, nous recevons l'ancien chef de cabinet du préfet de police qui nous dit non, ça lui a été délivré au regard de ses missions de police, ce qui veut dire au regard des missions de protection qu'il avait auprès du président de la République. Et là, Michel Bénard a bien rajouté que lui, s'il avait eu vent d'un problème de sécurité personnelle pour un chargé de mission, il y aurait assuré au contraire un officier de sécurité. Voilà, on ne confie pas une arme à toute personne qui se sent menacée. En général, l'état de droit protège ces personnes, ce qui aurait dû être le cas de M. Benalla s'il avait effectivement reçu des menaces. De nombreuses contradictions, donc, vous le dites entre les témoignages, mais Philippe Bas nous l'a confirmé ce matin, la commission d'enquête n'auditionnera pas à nouveau Alexandre Benalla, malgré toutes ces contradictions. Est-ce que vous auriez souhaité l'entendre à nouveau? Pas particulièrement. Je crois que M. Benalla, lorsqu'il est passé devant la commission... Tout le monde oui, mais lorsque M. Benalla est passé devant la commission, il avait un discours extrêmement rodé, les mots étaient comptés, le discours avait été préécrit. Je ne pense pas qu'il en tiendrait un autre, parce que s'il en tenait un autre, il se parjurerait au regard du serment qu'il a fait devant la commission. Donc non, je ne crois pas que ce soit particulièrement utile. Maintenant, il va falloir arriver à la conclusion de cette commission d'enquête. Elle est ouverte pour 6 mois. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au bout de ces 6 mois. En tout état de cause, je crois que nous avons les uns et les autres, quelles que soient nos sensibilités politiques, une intime conviction, à savoir que M. Benalla ne nous a pas dit la vérité, qu'ensuite il était effectivement en responsabilité d'une sécurité bien supérieure à celle qu'il dit avoir assumée en tant que chef adjoint de cabinet. Non seulement il coordonnait les services, mais il avait vraisemblablement une mission directe de protection, comme on dit, à l'épaule droite ou à l'épaule gauche du président de la République. Vous jugez néanmoins qu'il va falloir bientôt tourner la page. C'est tout de même une affaire qui aussi empoisonne les relations avec l'exécutif, et peut-être qu'il faut maintenant avoir les conclusions et ensuite se remettre au travail sur le travail législatif. Écoutez, moi j'ai été extrêmement choqué par l'attitude de l'exécutif. Que le président de la République téléphone au président du Sénat pour lui demander de mettre fin indirectement à ces auditions, que les ministres montent au créneau comme ils l'ont fait en dénonçant un complot quasiment, tout ça est scandaleux. Le Sénat n'a fait que son travail. À parité politique, nous avons auditionné et nous avons aujourd'hui une intime conviction que, je pense, les rapporteurs mettront sur la place publique. Eh bien, merci beaucoup Didier Marie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Et on va continuer d'analyser, de décrypter ces 3 nouvelles auditions avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Esther Benbassa. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice écologiste rattachée au groupe communiste, sénatrice de Paris. Sur ce plateau également, Mathieu Darnaud. Merci d'être avec nous, sénateur LR de l'Ardèche. Jean-Yves Lecomte est également avec nous. Bonjour, sénateur socialiste. Vous représentez les Français établis hors de France. Et puis Dany Wattebled, vous êtes sénateur Les Indépendants du Nord. Tous les 4, vous êtes membres de la commission des lois, membre donc de droit de cette commission d'enquête sénatoriale. Première question pour vous, Esther Benbassa. 3 nouvelles auditions, on le disait, plus techniques, de personnalités spécialisées dans les questions de sécurité rapprochées. Est-ce que vous avez eu des éléments nouveaux, des informations que vous n'aviez pas jusqu'alors recueillies ? Oui, j'ai appris par Monsieur Bénard, préfet, comment fonctionnait la sécurité du président avec plein de mots. Triangle, matelas, épaule, etc. Bon, je m'y connais pas, c'était intéressant, mais ce que j'ai appris, c'est que c'est quand même en France qu'on peut laisser des personnes qui ne sont pas au GSPR et y être, n'est-ce pas? Parce que c'est absolument impossible aux États-Unis qu'il y ait des gens en dehors du service de sécurité qui s'occupent de la protection du président. Et j'ai appris aussi par Jean-Paul Selet, préfet également, alors que M. Benalla, à 20 ans, il avait demandé à la préfecture de l'Eure d'avoir un permis pour être agent de sécurité. Et c'est impressionnant d'avoir cet amour de la sécurité si jeune et qu'il a renouvelé ensuite ses autorisations jusqu'à récemment demander une autorisation pour devenir gérant d'une société de sécurité. Donc ça éclaire sur quand même l'itinéraire de cet homme. Moi je suis un peu littéraire, je viens de l'université. C'est un personnage quand même un peu épique. Il est là, il aime les armes, il les utilise, il pose avec ses armes. On va en parler, Esther Benbassa, c'est extraordinaire. De ce selfie, Mathieu Darnaud, est-ce que ces descriptions très précises du fonctionnement de la sécurité de la présidence de la République, ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur la fonction et les missions exactes d'Alexandre Benalla, puisque c'est ça aussi le cœur des débats et de la commission d'enquête. Et j'allais dire qu'il demeure un flou très important autour des missions et de la fonction précise qu'occupait Alexandre Benalla. En revanche, tout converge et chaque audition nous renforce dans cette conviction, je pense partagée, qu'il occupait une mission de sécurité, voire de sécurité rapprochée. Et je crois que tout ça ne fait que légitimer encore un peu plus la démarche qui est celle de la commission d'enquête du Sénat et qui nous amène effectivement à être un petit peu choqués des prises de position de l'exécutif qui remettait en cause nos travaux. Or, aujourd'hui, on le voit, et l'actualité aussi apporte son lot, je vais dire pas quotidien, mais presque d'informations complémentaires. Oui. Alors avant de poursuivre ce débat, je vous propose, Jean-Yves Lecomte, d'écouter justement le préfet Michel Bénard sur sa conception de la sécurité rapprochée. C'était ce matin, on l'écoute. La présence du chef de cabinet ou de son adjoint à proximité du président de la République n'était pas systématique. Elle était systématique sur les déplacements du président de la République, mais pas systématique dans son environnement le plus proche. Il accompagnait le président de la République pour faire face à tout événement du type organisationnel, en lien avec le préfet territorialement compétent, encore une fois, ou avec l'ambassadeur de France, ou avec les autorités étrangères qui nous accueillaient. Mais sa présence n'était pas toujours immédiatement à côté du président de la République. Ça, clairement, c'est un choix du président de la République lui-même. C'est lui qui définit qui il souhaite avoir à ses côtés. C'est quelque chose qui est propre à chaque président. Jean-Yves Lecomte, qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos? C'est vrai qu'on parlait de ce flou finalement entretenu. Ça peut arriver dans les déplacements que le chef de cabinet ou le chef adjoint de cabinet soit aussi présent aux côtés du président de la République. Écoutez, là on parle de sécurité du président de la République et je crois que
enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression que beaucoup des parlementaires ce matin ont appris des choses sur la sécurité, le mode de fonctionnement, etc. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que autant on peut comprendre le besoin du président de la République de s'attacher, la capacité d'avoir des proches collaborateurs très proches de lui au moment où il en a besoin. Mais par contre, il est clair qu'il est aussi absolument indispensable que le président de la République soit en mesure et fasse confiance aux fonctionnaires qui sont chargés de sa sécurité. On a l'ancien chef du groupement de sécurité de la présidence de la République a bien rappelé que si il n'y avait pas cette confiance et que donc d'autres étaient chargés aussi de faire des choses, alors il allait y avoir des embrouillamini qui n'étaient pas facteurs de sécurité et on a quand même un peu le sentiment que compte tenu soit du rôle qu'on lui avait donné, soit du rôle qu'il se donnait, Monsieur Benalla à l'Élysée n'apportait pas un plus en termes de sécurité. Maintenant, nous n'en sommes pas des spécialistes à la commission d'enquête, mais ce que nous voyons à ce moment-là de nos auditions, c'est que il n'y avait pas entre la présidence de la République et les services chargés de sa sécurité une confiance absolue et une délégation complète et totale avec un monopole sur la sécurité du président de la République. Et c'est ce qui pose finalement problème. Dany Wattebled, est-ce que vous en avez appris davantage sur les fonctions que pouvait occuper Alexandre Benalla après les auditions de ce matin? Bon, le flou, comme le disent les collègues, est toujours entretenu entre ce qu'il a dit et ce qu'on découvre. Moi, j'ai surtout découvert quelque chose, c'est concernant le CNAPS. Nous avons reçu le président du CNAPS, M. Sellé, qui nous a bien dit, alors le CNAPS, c'est l'organisme est chargé de délivrer les accréditations qu'on soit pour faire de la police privée, pour se mettre à son compte dans la sécurité. Et ce qui était quand même un peu surprenant, et ce qui entretient encore plus le flou de tout ce qui se passe, cette intervention qui est de là-haut, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, concernant bien sûr l'intervention auprès du Sénat, de l'exécutif. Et là, on se rend compte qu'on avait un préfet qui était en place et qui se retrouve déchargé de ses fonctions quand il fait son travail. Puisqu'il a, suite au fait du 1er mai, il a décidé de faire retirer les accréditations de M. Benalla. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on voit? Ce préfet est déchargé de fonctions. Donc on se pose où est l'intervention divine. Et là-dessus, je pense que l'affaire Benalla, c'est une affaire qui au départ était assez simple, un dérapage lors de ma mission du 1er mai, qui, s'il a été pris dans les temps normaux avec les sanctions adéquates, ça se passait, on s'élissait, on prenait peut-être le N3 de la police qui avait donné le brassard et puis le talkie-walkie, et ça s'arrêtait là. Mais on se rend compte que derrière, on tire des petites ficelles, et ces ficelles, elles arrivent, on prend la plotte, et on se rend compte qu'il y a plein de zones d'ombre. Et comme le disaient les collègues, c'est toute la sécurité présidentielle qui n'est pas un enjeu simple, qui n'est pas un enjeu mineur, qui est en cause avec ce fonctionnement que l'on découvre. Et après, on découvre qu'il y a des protections qui sont derrière. Voilà. Avec toujours cette question, Esther Benbassa, de cette dualité potentielle entre à la fois le commandement militaire et le GSPR. Ça a été confirmé par Alexandre Benalla lui-même, alors non pas devant le Sénat, mais dans l'entretien qu'il a donné au journal Le Monde. Il réfléchissait à un projet pour réorganiser les services. Là aussi, ce matin, est-ce que vous avez eu plus d'informations sur ce projet ? On n'a pas eu plus d'informations, mais on a été plutôt, disons, consolidé dans ce qu'on avait compris ici et là par les auditions où il y avait quand même beaucoup de confusion, des non-dits, la langue de bois, et puis quelques mensonges, utilisons le mot exact. Mais là, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même avec ce préfet, avec M. Sellé, qu'il y a des dysfonctionnements à l'Élysée, que le président de la Ve République est omniprésent pour décider même des petites choses et des grandes choses, et qu'il faisait comme il voulait, et ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient entre guillemets punis, et que aujourd'hui peut-être ces auditions devraient nous permettre de faire des propositions pour réorganiser l'Élysée et qu'on sache qui est-ce qui s'occupe de la sécurité, qui est-ce qui porte une arme, il porte une arme ou il ne porte pas. Enfin, c'est quand même des choses très importantes, y compris pour la sécurité du président lui-même. Parce que quand on voit Benalla, qui est ce grand amateur d'armes, et qui pourrait avoir un jour une dépression ou quelque chose, il n'est pas contrôlable, personne ne
le contrôler. Il faisait appeler l'Élysée pour avoir une autorisation de port d'armes chez le préfet de Paris, enfin de police. Enfin, c'est pas possible quand même qu'une république, dans un état de droit, fonctionne de cette façon-là. Et peut-être il faudrait que ce rapport, non seulement puisse mettre le doigt sur les incohérences des auditions, les mensonges, hein, il ne faut pas que ça reste occulté, et troisièmement, faire des propositions, des vraies propositions. Parce que probablement dans d'autres secteurs institutionnels, il y a ces passe-droits et il faut y mettre terme et ça ne peut pas continuer comme ça. Sur la question de l'organisation de la sécurité du président Mathieu Darnaud, il faut de la transparence, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on doit bien connaître justement l'organisation de la sécurité rapprochée du président sans le mettre en danger lui-même? Non, mais je crois que l'intervention du préfet Bénard était en ce sens tout à fait claire. Il y a des choses qui doivent rester confidentielles, notamment eu égard à la protection du chef de l'État, de sa famille. Ça, je crois que ces enfants, ce n'est pas le cœur du sujet actuellement. Là, on parle véritablement d'un dysfonctionnement et du fait, au-delà de ce qui a été partagé ici, à savoir les flous qui existent autour de la fonction précise d'Alexandre Benalla, on voit bien, et le préfet Bénard l'a dit, qu'il n'incombait pas, il avait une expertise suffisamment pointue pour le dire, auparavant à la chefferie de cabinet, d'intervenir directement sur les questions de sécurité. C'est ce que nous essayons de mettre en évidence. C'est ce lien et finalement cette prise de pouvoir par Alexandre Benalla lui-même sur les questions de réorganisation, vous venez de l'évoquer, de la sécurité du président de la République. Et c'est sur ce point précis que nous aimerions faire la lumière et avoir des éclairages que l'on n'arrive pas, et c'est ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que nous n'arrivons pas à avoir d'éléments. Cette prise de pouvoir dont vous parlez, elle a pu être encouragée, cette prise de pouvoir d'Alexandre Benalla? Écoutez, en tout cas, il appartiendra d'essayer pour nous d'en faire la démonstration, parce qu'on voit bien qu'il y a eu à des moments donnés des interventions pour que, s'agissant notamment de la question du permis de port d'armes et d'autres sujets, des interventions qui ont facilité l'obtention ou la possession d'une arme, par exemple. Donc voilà, c'est autant de sujets sur lesquels il est aujourd'hui absolument nécessaire que nous puissions, au-delà, encore une fois, du 1er mai et de l'enquête judiciaire, pouvoir, nous, faire la lumière sur ces sujets-là. Il faut absolument que ça soit assuré par des fonctionnaires, la sécurité du président, Jean-Yves Lecomte, puisqu'il y a peut-être cette tentation de confier cela à par des professionnels. Oui, par des professionnels, et il doit y avoir une délégation. Pas de contractuel. Il doit y avoir une délégation complète de confiance du président de la République à ceux à qui il le fait. C'est indispensable. Dans un avion où se trouve le chef de l'État, c'est le pilote qui est responsable de sa sécurité. C'est pas le chef de l'État qui va décider s'il atterrit ou pas. Là, c'est la même chose sur chaque question. C'est un professionnel qui doit pouvoir être en mesure de décider sans pression ou voilà. Donc Benalla était professionnel. Il avait sa carte. De ce point de vue-là, en France, on a la délégation à des fonctionnaires de police et de gendarmerie, et la manière dont ça fonctionne, où on le laissait fonctionner, pose une difficulté sur la sécurité du président de la République, mais d'une manière un peu plus large, sur la manière dont à l'Élysée les choses fonctionnent. Et puis cette commission d'enquête montre aussi, on le voit dans les rapports avec la préfecture de police, combien quand quelque chose vient de la présidence de la République, dans nos institutions, c'est irrésistible. Et ce sont ces conclusions qui doivent être mises en évidence. Comment faire pour que la présidence de la République reste à sa place, sa sécurité soit assurée, mais qu'elle bénéficie, qu'elle soit aussi équilibrée, et qu'elle ne puisse pas, en dehors de toute procédure écrite, dominer l'ensemble des institutions. Alors justement, pardon Esther Benbassa, je vous donnerai la parole après. On va réécouter encore une fois le préfet Bénard ce matin sur cette question du port d'armes. Pour lui, encore une fois, ça a été rappelé, seules les forces de sécurité ont le droit d'avoir une arme. Écoutez. Lorsque vous étiez en poste à l'Élysée, avez-vous eu connaissance que d'autres personnes
que les membres du commandement militaire et les membres du GSPR disposaient d'un port d'armes. Monsieur Bénard. Non, bien sûr. J'ai jamais eu connaissance de ce type de fait. Toutes les années où vous avez été en fonction, vous n'avez eu connaissance d'aucun port d'armes pour aucune personne, quelle qu'elle soit, appartenant au personnel de l'Élysée ou au cabinet, en dehors, bien sûr, du GSPR et du commandement militaire. Merci. Non. Encore une fois, si une menace avait pesé sur un conseiller, plutôt que de lui attribuer une arme, on lui aurait attribué une sécurité. La réponse est sans appel. Oui, sans appel. Parce que rappelons qu'Alexandre Benalla, la semaine dernière, nous a expliqué, que c'était pour sa sécurité personnelle qu'il avait obtenu ce port d'armes. Enfin, ce qui mettait considérant qu'il était exposé. Oui. Il faut bien rappeler les faits. Et donc, le président était exposé aussi, puisque Benalla était exposé. Mais à la suite de ce qu'il a dit, mais depuis un moment d'ailleurs, mais à la suite de ce qu'il a dit aussi, le préfet Bénard, je me pose une question. Alors, savoir quel était le but de former une protection privée. Quel était l'objectif? Ça, personne ne nous l'a dit encore. Alors, il y avait donc une volonté de la part du président de vouloir une sécurité privée pour donner tant de latitude à monsieur Benalla, qui prenait son arme pour rentrer chez lui, et le matin, dans sa voiture, il avait... Non, mais enfin, écoutez, on n'est pas des enfants quand même, il nous a pris pour des crédules, mais on a quand même... moi, je ne me promène pas le soir avec une arme. Ça doit rester, je le disais, ça doit relever, encore une fois, de fonctionnaires d'État, cette sécurité. Ça peut être dangereux de faire appel au secteur privé. On a des gens formés pour ça, le GSPR, moitié police, moitié gendarmerie, qui sont des gens d'élite. Même s'il avait une formation, je veux dire, accélérée, puisque dans son grade, il est le temps de collègue de réserve à 20 ans, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, c'est pas une petite formation, c'est des gens c'est leur travail, leur métier. Ils savent ce qu'ils ont à faire. On a une parité gendarmerie-police, c'est à eux d'assurer la sécurité du président. Et moi, au-delà de ça, c'est quand même intéressant, c'est en dehors de tous les courants des sénateurs, c'est le consensus, le calme olympien qu'il y a eu, les questions sereines. On n'a pas été dans un débat agressif, on a demandé nos questions, on a fait une commission, on est en commission d'enquête, et ça se passe de façon courtoise, et on rentre vraiment à chaque fois dans les petits détails qui ressortent des auditions, tranquillement, et on découvre des nouveautés. Alors c'est pas fini, on en aura peut-être d'autres, mais là aujourd'hui c'était assez surprenant. Mathieu Darnaud. Vous souhaitez intervenir? Non, oui, effectivement, je souscris complètement à ce que vient de dire mon collègue. Et comme je le disais, ça disqualifie l'attitude de l'exécutif, de la garde des Sceaux et de monsieur Castaner. On ne comprend pas, au regard du fonctionnement de la commission d'enquête, finalement, des éclairages qui ont été apportés. Pourquoi une telle volonté de s'en prendre aux travaux et au fonctionnement du Sénat on le comprend bien quand même. On commence à le comprendre et chaque jour nous renforce justement dans cette conviction-là. Mais oui, aujourd'hui, il y a vraiment des zones d'ombre et des questions qui restent ouvertes et qui sont assez complexes. Peuvent être parfois inquiétantes même. Mais est-ce que dans les préconisations du Sénat, il pourrait y avoir une réflexion à avoir sur l'évolution de cette organisation de la sécurité présidentielle? Ça, c'est Alain Boer qui le dit en filigrane. Alors, c'est son avis, mais il y a peut-être effectivement eu parfois des contradictions, des dysfonctionnements liés justement à cette dualité entre le GSPR et le commandement militaire, Jean-Yves Lecomte. Et à la volonté de M. Macron, quand même. Moi, je suis assez réservé sur la capacité de la Commission des lois à faire des propositions précises sur la sécurité du président de la République. Ce qu'on doit simplement rappeler comme principe, c'est qu'elle doit être la responsabilité de fonctionnaires de police, qu'il doit y avoir une confiance complète du chef de l'État dans les fonctionnaires de police qui assurent sa sécurité. Il peut les choisir, mais après il faut qu'il fasse confiance complète et qu'on a quand même un sentiment au minimum d'un peu d'improvisation, de bricolage, de vouloir doubler les fonctionnaires par des personnes en qui on a absolument confiance, et ça c'est pas sain. Ça veut dire quoi, qu'il y avait un manque de confiance de la part d'Emmanuel Macron justement comme s'il y avait un manque de confiance vis-à-vis des fonctionnaires et qu'il fallait doubler
ou contrôler les fonctionnaires par des personnes dont on est sûr qu'ils sont fiables et proches de soi. Et ça interroge sur le rapport du président de la République avec l'administration. Esther Benbassa. Écoutez, je ne vais pas utiliser des termes médicaux, je ne suis pas médecin, mais enfin, ça relève quelque part, quand on regarde ça de loin, d'une paranoïa du président. Pourquoi avait-il peur de ces fonctionnaires qui sont là depuis tout le temps et se fabriquer une nouvelle protection? Est-ce que c'est ce fameux événement de Hollande avec son scooter où il y a eu des fuites? Ben, oui, il y a eu des fuites, hein, ça a quand même égratigné son image, mais enfin, il doit y avoir quelque part une raison. Pourquoi il s'entoure de ce personnage? Pourquoi il lui donne tant de marge de manœuvre? Mon collègue a raison. Si c'était le policier ordinaire qui assure ordinaire entre guillemets, qui est au GSP, avec le GSP, il ne va pas téléphoner au préfet pour demander des passe-droits. Il ne va pas faire téléphoner pour avoir des passe-droits. Là, on est quand même dans un autre système. Et voilà, et ça pose problème, parce que si toutes les institutions fonctionnent de cette façon-là, je ne vois pas bien l'avenir, hein. Voilà. Mathieu Darnaud, il y a eu ce rebondissement hier avec l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire à l'encontre d'Alexandre Benalla par le parquet de Poitiers suite à la publication de ce selfie par Mediapart. Est-ce qu'il faudrait réentendre Alexandre Benalla qui visiblement n'a pas tenu les mêmes propos devant votre commission d'enquête que ceux tenus à la presse? Je crois que la question est tranchée. Il n'y aura pas de nouvelle audition. Ça a été dit. On a vu d'ailleurs que son audition était tout à fait préparée, qu'elle n'aura pas apporté grand-chose, si ce n'est de nouvelles contradictions. Mais je crois que ce selfie, cette photo à laquelle vous faites référence, est un indicateur supplémentaire. Encore une fois, il n'était pas censé détenir une arme à cette période. On le voit non seulement détenir une arme, mais en plus, dans une position... C'était pendant la campagne présidentielle. On rappelle quand même qu'il était chargé de la sécurité du candidat à l'élection présidentielle. Vous conviendrez que ça ne fait, un, pas très sérieux, deux, que ça contrevient complètement à sa ligne de défense. Et je vous rappelle quand même que c'est le directeur de campagne lui-même qui avait indiqué qu'il n'avait pas de port d'arme et qu'il n'avait pas vocation, qui plus est, à en avoir. Des contradictions supplémentaires et encore une fois, je crois que là, on voit bien l'intérêt qu'il y a, autant au niveau de la justice que de la commission d'enquête, de faire la lumière sur tout ça. Moi, je voudrais simplement dire que c'était pas. Si ça avait été une arme en plastique, on pourrait dire effectivement, on peut en rire, mais là, on ne peut pas en rire. C'est quand même. Selfie vient démontrer, vient conforter même la commission d'enquête, je veux dire, parce que dès l'instant que vous portez sur la tempe, même si ça paraît un jeu, vous êtes quand même directeur de la sécurité d'un président, enfin d'un futur président, d'un candidat en campagne, on peut pas. Et vous confiez après le poste le plus rapproché à une personne qui est capable de mettre un pistolet sur la tempe de quelqu'un, et on ne sait jamais, ça peut partir. Non, c'est un peu ubuesque. Je crois qu'on dépasse un peu la limite des choses qu'on doit faire. Et puis, il avait déjà posé. J'ai sorti la semaine dernière cet article. Jean-Yves Lecomte, ce matin, votre collègue sénateur, François Grosdidier, disait sur ce plateau, non seulement Alexandre Benalla a menti, mais il n'est pas le seul dans cette commission d'enquête. Alors est-ce qu'on assiste à une série de parjures ? Mentir devant une commission d'enquête, c'est un délit. Donc après, c'est plus à la commission d'enquête d'enquêter. Voilà, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont dit ce qu'ils souhaitaient dire. Effectivement, interrogé par Esther Benbassa, M. Benalla a évoqué le port d'armes qu'il avait en Allemagne compte tenu de son rôle dans une organisation internationale. Voilà, c'est l'Office européen des brevets. Permettez-nous d'être interrogatif aussi sur ce point. Mais en tout état de cause, ce n'est pas à nous d'enquêter sur les mensonges qui nous auraient été faits. On constate des dysfonctionnements et nous sommes réellement sur le niveau fonctionnement des institutions, rapport entre la présidence de la République et l'administration. C'est ça nos sujets. Le jour où il ment, c'est plus l'affaire de la commission d'enquête. Vous nous avez menti il y a une semaine. Non, désolé, on n'a pas à le reconvoquer pour ça. Après, ça tombe dans le judiciaire. Dans cette image, je voulais ajouter quelque chose. Cette photo qu'on a vue d'avril 2016, où il pose avec une arme, on a vérifié
au Nouvel Observateur, cette photo avait été prise dans un studio français. Même s'il avait l'autorisation allemande de porter une arme, il n'avait pas le droit en France de poser avec une arme, puisqu'il n'avait pas encore l'autorisation. Et bon, voilà, il y a de vrais problèmes. Lui, il nous a dit, mais oui, j'avais une autorisation allemande. En Allemagne, on achète son arme là où on veut, dans les foires. Donc, il a vraiment menti, c'est tout. Mathieu Darnaud, quelle suite pour la commission d'enquête sénatoriale? On sait que d'autres auditions sont prévues, notamment la semaine prochaine avec Sophie Hatt qui a, elle, dirigé le GSPR sous la présidence de François Hollande. Est-ce qu'on arrive au bout de vos travaux? Est-ce que finalement vous avez assez d'éléments pour rendre vos conclusions? Il appartiendra au président et à la commission d'en décider. Je crois qu'aujourd'hui on a fait quand même clairement la démonstration qu'il y avait des contradictions majeures. Donc on a déjà de quoi largement travailler et surtout montrer, comme nous l'imaginions, à travers de l'ouverture de cette commission d'enquête, la mise en place de cette commission d'enquête, que démonstration est faite, qu'il y a dysfonctionnement, mensonge, comme le disait mon collègue, il appartiendra à la justice de le dire, mais en tout cas des contradictions telles qu'aujourd'hui, oui, la commission d'enquête a largement la matière pour mettre en exergue tous ces éléments, dysfonctionnement et contradictions. Dany Wattebled, il n'y a pas besoin d'aller au bout des 6 mois, non, que nécessite parfois une 6 mois, mais on se rend compte quand même si on en vient à des situations soi-disant plus mineures, on découvre des choses. Donc, s'il y a encore quelques questionnements à faire à des gens qui peuvent nous éclairer, faisons-le, mais ça ne durera pas 6 mois, bien sûr. Mais il faut finir quand même le travail, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte ce matin que ces situations auraient très bien pu ne pas avoir lieu, et on découvre des choses. Donc, il y a peut-être encore quelques fils à tirer, et puis après, la conclusion des rapporteurs fera le reste. Qu'attendez-vous des prochaines auditions, Jean-Yves Lecomte? Écoutez, je crois qu'il y a peut-être encore des choses à faire du côté de l'Office européen des brevets et de son activité à ce moment-là, pour voir un peu, par rapport, éclairer un peu, en tout cas, c'est mon souhait, d'éclairer un petit peu la réponse qu'il nous a faite sur ce sujet, et puis aussi voilà, c'est l'évolution de la personnalité, de sa personnalité lors de son passage à l'Office européen des brevets est un peu étonnante. Maintenant, on sort déjà un peu de notre rôle de commission d'enquête quand on fait ça. Donc voilà, il faut savoir aussi s'arrêter pour tirer les conclusions qui sont relatives au type de la commission d'enquête, le rôle de la protection de la présidence de la République, le fonctionnement des institutions, et pas tirer finalement toutes les conséquences. Nous ne sommes pas là pour tout. Voilà, le rôle, je crois qu'il est en train de se terminer en ayant ouvert beaucoup de portes pour ceux qui doivent poursuivre le travail dans d'autres espaces. Eh bien, merci à vous, Jean-Yves Lecomte. Merci Mathieu Darnaud. Merci Esther Benbassa. Merci Dany Wattebled. Nous vous en parlions hier. La loi alimentation a été rejetée en nouvelle lecture hier soir après l'adoption d'une question préalable. Retour sur cette séance avec Julie Hulin. Pour l'adoption 276 contre 49, le Sénat a adopté et le projet de loi est donc rejeté. Une discussion générale, une question préalable et puis s'en va. Les sénateurs ont choisi de refuser le débat pour la seconde lecture du texte de la loi agriculture et alimentation. Je constate que la majorité sénatoriale souhaite rejeter le texte. J'en prends acte, je le regrette. C'est une posture politique que je regrette. Une majorité sénatoriale qui a souhaité taper du poing sur la table après l'échec de la commission mixte paritaire qui devait permettre de s'accorder sur une version du texte commune aux députés et sénateurs. Non seulement le texte qui nous est transmis ne peut nous convenir, mais tout effort pour l'amender serait inutile puisque nous savons désormais au terme de la CMP qu'aucun de nos apports ne serait repris. On voit bien que tout cela n'a pas de sens, ou plutôt que tout ce qui ne vient pas d'un élu de la République En Marche est rejeté sans aucune bienveillance. Malgré leur désaccord, les sénateurs républicains, centristes et socialistes ont donc voté ensemble hier soir la question préalable qui permet le rejet de la totalité du texte. Au centre des débats, la question du revenu des agriculteurs. Au sujet de la rémunération des agriculteurs, l'État refuse
d'assumer le rôle de régulateur de la puissance publique et pourtant ce serait une impérieuse nécessité. Ce projet de loi est sans saveur et ne pose en aucun cas les bases d'un revenu paysan, alors que cet élément était la priorité à la sortie des États généraux de l'alimentation. Les sénateurs ont annoncé hier la mise en place d'un groupe de travail pour évaluer les conséquences du projet de loi et peut-être saisir le Conseil constitutionnel. Le texte doit être définitivement adopté mardi prochain par l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Les ascenseurs bientôt obligatoires dans les immeubles de 3 étages ou plus. C'est une annonce d'Édouard Philippe aujourd'hui à Cergy. Une avancée pour les personnes handicapées qui réclamaient cette mesure alors que la loi Elan vient de mettre un coup d'arrêt à l'accessibilité des logements neufs. Les explications de Mickaël Alessandri. Les opérations ont commencé quand ? Il y a 7 ans, 8 ans. Ah, c'est long à sortir. C'est long à sortir, tout ça. Envisagé par le gouvernement depuis juin dernier, le Premier ministre a annoncé ce matin que tous les bâtiments d'habitation neufs de 3 étages et plus devront désormais compter un ascenseur. Cette mesure intervient dans le cadre de la loi Elan. La part de logements dits accessibles a été fixée à 20% par les parlementaires, ce qui avait suscité de vives tensions parmi les associations de soutien aux personnes handicapées. Le chef du gouvernement a par ailleurs confirmé les engagements pris par l'Agence nationale pour l'habitat afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Nous voulons donc faire en sorte que l'on puisse adapter les logements qui existent déjà, faciliter l'adaptation des logements qui existent déjà. À partir de 2019, nous allons doubler les moyens de l'ANA consacrés à cette rénovation et passer de 50 à 100 millions d'euros. Concernant la notion d'évolutivité des logements, le Premier ministre assure qu'elle fait l'objet d'un décret à paraître. Le principe étant de pouvoir modifier un habitat pour le rendre accessible en permettant d'abord d'y casser ou d'y déplacer des cloisons à moindre coût. Et Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, est notre invitée. Elle répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. On va donc revenir sur cette annonce principale du Premier ministre ce matin, des ascenseurs obligatoires dans les immeubles neufs d'au moins 3 étages au lieu de 4 étages jusqu'ici. C'est une mesure qui a l'air ainsi technique, mais en réalité, ça concerne énormément de personnes handicapées. C'était d'ailleurs une demande très forte des associations. Oui, les associations attendent ça depuis plus de 20 ans. Mais au-delà des personnes handicapées, ça concerne aussi l'ensemble de la population, et notamment le bien vieillir chez soi, puisque nous allons avoir près de 7 millions de personnes qui auront plus de 75 ans très bientôt, et qui seront aussi peut-être en perte d'autonomie, et qui ont envie de rester chez soi. Donc, et ça sert aussi les familles nombreuses qui n'ont pas vécu des galères avec des poussettes jusqu'au 3e étage sans ascenseur. Donc c'est une mesure qui concerne la modernité de notre société que l'on veut bâtir pour les 50 ans à venir. Il faut dire qu'en la matière, la France était vraiment mal placée, notamment au niveau européen. Oui, très mal. Nous étions un des derniers pays, avec la Tchéquie et la Hongrie, à avoir cette réglementation au rez-de-chaussée plus 4 étages. Nos amis européens ont compris depuis bien longtemps que se vivre ensemble, que rester vieillir chez soi, que de faire toute sa place à la modernité, et que l'ascenseur est une des conditions de cette accessibilité universelle, cette conception universelle. Quand on la pense au début, tout simplement, elle sert au plus grand nombre. Concrètement, ça va faire combien de logements accessibles en plus, cette mesure ? En fait, déjà aujourd'hui, les immeubles qui sont construits à 3 étages, parfois ont souvent des ascenseurs, parce qu'ils ont des parkings, par exemple. Là, on est obligé d'avoir un ascenseur. Mais nous pensons justement que ça va insuffler beaucoup plus de construction, puisque souvent c'était bloqué au 3e, pour ne pas avoir à mettre cet ascenseur. Donc nous pensons que ça va doubler l'offre de logements accessibles. Ne jouait pas le jeu, il se disait on s'arrête à un certain nombre d'étages pour ne pas avoir à construire d'ascenseur. Exactement. Donc là, ça va libérer beaucoup de projets, beaucoup de constructions. Ça va permettre aussi de travailler sur ce qu'on appelle l'habitat inclusif, c'est-à-dire de penser une accessibilité universelle pour servir les personnes âgées, les personnes handicapées. Ce matin, nous étions avec le Premier ministre dans un habitat intergénérationnel et qui a compris vraiment depuis le départ que cette conception d'accessibilité universelle permettait un vrai vivre ensemble, un pacte social, une cohésion sociale dans un quartier complet et permettait l'autonomie des personnes. Et le témoignage de ce jeune homme de 30 ans en fauteuil roulant qui enfin accédait à son logement en toute autonomie et redécouvrait justement une liberté d'action était assez édifiant vraiment. Est-ce que cette mesure, c'est une mesure de rattrapage, une mesure de concession pour compenser ce projet de loi Elan qui prévoit notamment que seuls 20% des logements neufs sont accessibles aux handicapés au lieu de 100% auparavant? Cette mesure, elle fait partie d'un dispositif global.
et c'est ce que je disais aux associations, nous allons avoir un dispositif global. Nous avons un changement de paradigme de passer de 100% accessible à 100% évolutif, tout en conservant déjà encore 20%, 20% totalement accessible dès le début. Mais dites-vous bien que l'important, c'est d'avoir cet ascenseur pour accéder à ce logement enfin évolutif ou même complètement adapté. Donc c'est vraiment une vision globale, c'était du réglementaire, c'est pour ça que nous avons attendu le passage de la loi en commission mixte paritaire qui vient d'être passée au Sénat, pour pouvoir faire cette annonce afin de dire que ça sera dans un décret qui sera avant la fin de l'année paru, où toutes ces conditions techniques, financières et notamment cette réglementation sur l'ascenseur sera précisée. Tout de même, pour revenir sur la loi Elan, je vous propose de revenir à un moment de ce débat parlementaire qui a été assez houleux dans l'hémicycle sur la question du handicap. On va écouter le sénateur Fabien Gay qui a jugé que le projet de loi Elan satisfaisait notamment les lobbies du bâtiment. On l'écoute et on en parle juste après. Cette loi de régression sociale contredit les objectifs d'autres politiques publiques engagées par le gouvernement, notamment le développement de l'habitat inclusif et de l'hospitalisation à domicile, ainsi que l'élévation du handicap au rang de priorité du quinquennat en 2017. C'est la simple mise en place d'une revendication de longue date du lobby du bâtiment, en particulier de la Fédération française du bâtiment, qui réclamait mot pour mot une telle mesure dès 2013 et aussi le reflet du désengagement de l'État face aux questions sociales. Il vise purement et simplement à diminuer les coûts de construction au bénéfice des propriétaires. Je reviens donc à ma question. Est-ce que la loi Elan a été régressive pour les personnes handicapées? Est-ce qu'elle a satisfait les lobbies du bâtiment? Il y a la parole de Fabien Gay, mais par exemple, l'Association des paralysés de France a jugé que c'était une immense régression en matière d'accessibilité de logement que cette loi. Je tiens à dire que l'Association des paralysés de France, ce matin, a salué grandement cette annonce de l'abaissement de l'ascenseur, parce que c'est ça, la vraie effectivité des droits. C'est permettre par l'ascenseur d'accéder à son logement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes handicapées étaient assignées à résidence au rez-de-chaussée. Cette réglementation va permettre vraiment d'élargir énormément le périmètre d'accessibilité. Non, ce n'est pas une régression. En revanche, construire de façon évolutive permet de servir le plus grand nombre. Je vous ai dit 850 000 personnes à mobilité réduite qui ont besoin de cette accessibilité. Pour autant, cette accessibilité, nous ne renonçons pas. Elle est universelle dans le sens où les parties communes, les salons et les toilettes restent 100% accessibles. Donc, une personne en fauteuil peut visiter n'importe qui dans le futur, dans les constructions nouvelles. Elles ne sont pas assignées à isolement social. Au contraire, tout est visitable. Donc, cette ambition, elle est pleine et entière. Elle reste pleine et entière. En revanche, le fait de pouvoir avoir des cloisons que l'on déplace simplement, parce qu'on construit intelligemment, va pouvoir permettre de servir le plus grand nombre de besoins, car nous avons une diversité de besoins d'adaptation très importante pour tous les types de handicap, pour les personnes qui vieillissent et pour tous les Français et les Françaises. Et vous n'aviez pas annoncé cette mesure plus tôt lors de la loi Elan. On imagine aussi qu'il y a dû y avoir des discussions ardues, des arbitrages à remporter. Est-ce que ça a été aussi compliqué de défendre cette mesure dans Oui, dans ça a le été un combat. Ça a été un vrai combat avec les associations. Et je remercie vraiment l'ensemble aussi du gouvernement qui a été attentif à présenter vraiment une solution globale. Et j'avais dit aux associations, nous ne lâcherons pas. Et voilà, c'est le fruit vraiment d'une concertation, de négociation. Et c'était important d'aller jusqu'au bout, de pouvoir rassurer les associations. C'est bien pour ça que je serai très vigilante à ce que ce décret sorte très rapidement, avec les conditions techniques, les conditions financières et bien sûr les réglementations très précises. Ce décret, vous l'annoncez pour quand? Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, vous vous y engagé. Oui. Donc, pour revenir tout de même sur peut-être les difficultés que ça a pu poser dans votre camp, quand on voit par exemple que la majorité LREM à l'Assemblée nationale voulait seulement 10% de logements neufs accessibles. Par exemple, au Sénat, c'était 30%. On imagine que c'était presque un problème culturel. Il y a dû vraiment avoir des difficultés à défendre votre point de vue. On ne va pas le nier qu'il y avait des difficultés. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que, encore une fois, avoir un logement accessible, je me répète, mais encore avoir une fois un logement accessible au 3e sans ascenseur n'avait aucun sens. Donc il était très important, et ce combat sur l'ascenseur, ça paraît anodin, mais c'est vraiment la clé de voûte de notre construction de la société future, accessible, moderne. Je dirais même que l'ascenseur, c'est un petit peu comme le Wi-Fi sur la réalité virtuelle, c'est un élément de modernité totale qu'il nous faut vraiment développer, et les pays européens en ont fait une force économique, valorisation de l'habitat, permettre un vrai confort pour tous,
permettre de pouvoir rompre l'isolement social, parce qu'une personne âgée avec un ascenseur peut sortir, peut descendre faire ses courses, peut remonter, alors que là on voyait qu'il y a un vrai isolement. Donc je pense que c'est vraiment au contraire une très très belle mesure qui va vraiment emporter notre société vers une vision différente. Néanmoins, alors aujourd'hui, les associations de personnes handicapées jugent que la France reste très en retard, qu'elle viole la Convention relative aux droits des personnes handicapées. On l'a vu, nous avons été interpellés sur les réseaux sociaux quand on a su que vous veniez. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Par exemple, il y a un autre problème, c'est peut-être l'accessibilité de l'espace public. Alors, je leur dis d'abord que oui, le handicap est une priorité du quinquennat. Nous venons encore de le prouver. Nous voulons dire aussi que, par exemple, l'allocation adulte handicapé va augmenter au 1er novembre de 50 €, 860 € par mois. Et la deuxième tranche d'élévation va être au 1er novembre 2019. C'est 2,5 milliards d'investissements sur le quinquennat pour pouvoir faire en sorte que les personnes handicapées qui sont empêchées de par leur handicap d'avoir une activité puissent avoir un revenu décent. Donc je pense que le handicap est bien la priorité du quinquennat. Nous allons avoir des belles mesures aussi annoncées de simplification d'accès aux droits. Et ça, c'est très important parce que c'est encore le parcours du combattant. Nous demandons aux personnes en situation de handicap de prouver sans arrêt leur état pour avoir droit à une compensation. Donc nous allons aller vers une simplification. Dites-le nous une fois pour toutes. On a compris que vous étiez une personne en situation de handicap et nous nous engageons à vous accompagner, à vous donner des droits peut-être à vie pour certains types de handicap avérés. Donc je vous propose de nous revoir très début octobre où nous aurons des belles annonces qui vont changer la vie des personnes handicapées au quotidien. Une autre mesure dont on a commencé à parler, c'est les aides pour garde d'enfants handicapés qui va être inclus dans le prochain budget de la sécurité sociale avec un coup de pouce de plus de 30%. C'est essentiel quand on sait que plus de la moitié des parents d'un enfant avec handicap le gardent au quotidien, quand c'est environ 30% pour un enfant qui est sans handicap. C'est une vraie rupture de droit, c'est une vraie rupture de parcours pour les personnes, pour les familles d'enfants handicapés qui ne peuvent pas faire garder leur enfant. Donc il y a deux mesures importantes. Oui, la majoration de 30% et aussi un bonus aux crèches qui vont accueillir les enfants handicapés parce que cette mixité dès la petite enfance est la clé de voûte de notre réussite, du changement de regard, du vivre ensemble dès le début, de cette acculturation de l'enfant qui est différent certes et pour autant qui bénéficie énormément de se grandir ensemble au quotidien. Donc des belles mesures dans le PLF et dans le PLFSS, donc un vrai accompagnement vers cette société inclusive. Alors je sais que c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses. Tout ce que l'on veut, c'est le vivre ensemble. Dans le droit commun, des dispositifs qui sont bonifiés pour l'accueil des personnes handicapées, qu'ils soient petits, crèches, centres de loisirs, CFA, dans les apprentissages aussi. Nous aurons une bonification des contrats d'apprentissage. Donc on voit bien qu'on irrigue toutes les politiques de droit commun d'une bonification pour pouvoir amplifier ce mouvement dans la société ordinaire. Pour conclure, est-ce que vous diriez qu'il y a finalement un virage social tout de même en ce début de rentrée parlementaire? Il y a donc ces annonces dont on vient de parler, le plan pauvreté, le plan hôpital, même aujourd'hui le Premier ministre qui donc reçoit les élus de Seine-Saint-Denis, peut-être le fait de se rendre compte que la politique n'était pas équilibrée, la politique du gouvernement? La politique, en tout cas du handicap, a totalement contribué justement à ce changement de regard. Je pense que le handicap est le fer de lance d'une transformation de notre société. Nous avons des belles annonces, vraiment, mais plus que des belles annonces, un changement de regard et un changement de politique qui fait toute sa place aux personnes les plus fragiles et qui veulent les accompagner vers une vie la plus ordinaire possible en encadrant, en structurant le milieu dit ordinaire pour que cet accueil des plus vulnérables se fasse le plus naturellement possible. Bien, merci beaucoup Sophie Cluzel d'avoir répondu à mes questions. Et on retiendra donc que le décret va sortir avant la fin de l'année. Le rendez-vous est donc pris. Merci. Merci à vous, Tam. Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, était entendu cet après-midi par la Commission des finances sur son avis sur le projet de loi de finances, un budget qu'il juge raisonnable. Écoutez. S'agissant de la croissance en 2019, qui s'élèverait à 1,7%, le Haut Conseil considère que les hypothèses retenues par le gouvernement quant à l'évolution de la demande des ménages et des entreprises sont plausibles. Cette prévision de croissance pour 2019 est là encore en ligne avec la moyenne des prévisions disponibles. La plupart présentent en effet une progression de l'activité en 2019 proche de celle anticipée pour 2018. Le Haut Conseil considère donc que la prévision de croissance du gouvernement pour 2019 est plausible. Il note toutefois que cette prévision est affectée d'un degré d'incertitude, mais ce degré d'incertitude est plus fort que les années précédentes. Notre institution considère que la prévision de déficit public pour l'année 2019 est plausible compte tenu du scénario macroéconomique retenu, des baisses de prélèvements décidées pour 2019 et notre appréciation repose néanmoins
sur la stricte tenue de la trajectoire de dépenses envisagée à ce jour. Si l'exécution n'est pas stricte, cela pourrait avoir des conséquences sur le non-respect de cette trajectoire. Dans le reste de l'actualité parlementaire, aujourd'hui, la mission herboristerie du Sénat a présenté ses conclusions. Elle préconise une reconnaissance du statut des herboristes, interdit depuis 1941 par le régime de Vichy, alors que se soigner par les plantes semble répondre de plus en plus à une véritable demande sociétale. Avant d'en parler avec mes invités, on voit à ce sujet d'Adrien Develay. C'est une médecine douce qui revient à la mode et le Sénat veut lui donner un cadre légal. La mission sur le développement de l'herboristerie a développé son travail sur 2 grands axes. Le premier, réhabiliter la formation et l'encadrement du métier d'herboriste. La profession, interdite par le gouvernement de Vichy, n'a plus de formation universitaire ni de diplôme reconnu depuis 1941. Deuxième axe, permettre le développement d'une filière en France avec la vente et la production réglementée des plantes médicinales. La France, je ne sais pas si elle peut devenir un géant de cette production, mais en tout cas, elle peut continuer à progresser. Nous avons la chance d'avoir des territoires qui, alors évidemment, ne sont pas adaptés à toutes les plantes, mais qui peuvent encore se développer. L'outre-mer est une vraie richesse. Les sénateurs sont unanimes sur la volonté de redonner sa chance à une filière disparue. En revanche, des désaccords persistent sur les moyens de formation. Certains membres de la mission, notamment le rapporteur, souhaiteraient qu'on revienne à un diplôme d'herboriste. De parler d'herboriste de comptoir, à titre personnel, me gêne. La mission d'information rendra son rapport la semaine prochaine. Le rapporteur Joël Labbé espère la création d'un groupe de travail pour élaborer une proposition de loi. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Martine Berthet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR de la Haute-Savoie. On va parler bien sûr de cette mission dont vous avez fait partie. Daniel Chassaing est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur de la Corrèze, sénateur à Les Indépendants. J'accueille également Joël Labbé, merci d'être avec nous. Sénateur RDS du Morbihan, c'est à vous qu'on doit à cette mission herboristerie au Sénat. Vous allez nous en parler bien entendu. Ida Bost est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes anthropologue. Et j'accueille enfin Thierry Thévenin. Bonjour, vous êtes herboriste et vous êtes l'auteur de ce livre Plaidoyer pour l'herboristerie, comprendre et défendre les plantes médicinales aux éditions Actes Sud, domaine du possible. Bienvenue à tous les 5. Joël Labbé, première question pour vous, puisqu'on a entendu, ça a été rappelé, que finalement, depuis 1941, eh bien, toutes les tentatives de réhabilitation de ce métier d'herboriste ont échoué. Pourquoi ? Absolument. Le sujet a jusqu'à aujourd'hui été complètement tabou en France. Ça a été un blackout. Toutes les questions au gouvernement, que les ministres de la Santé aient été de droite ou de gauche, les réponses ont été invariablement négatives et rien n'a bougé. Toutes les questions, rien n'a bougé. Donc c'est la raison pour laquelle, moi qui suis convaincu de la nécessité de l'évolution sur ce sujet, eh bien, j'ai proposé la mise en place d'une mission d'information. L'intérêt des missions d'information, c'est l'avantage de mettre à plat et d'une façon pluripolitique. Donc on en est là, le rapport a été adopté hier soir avec des recommandations. Et donc ce rapport adopté à l'unanimité, après de longs et âpres débats, voté à l'unanimité, eh bien pour moi c'est une journée historique hier qui permet d'ouvrir un champ d'évolution nécessaire vers de belles perspectives pour l'herboristerie. Vous saviez, vous, cette journée qualifiée d'historique. Dites-nous un peu, vous, comment vous travaillez. On a envie d'en savoir plus, puisqu'en l'absence de statut, comment vous vous définissez? Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être à la limite de la légalité dans votre activité d'herboriste? Ça peut arriver. Heureusement, on n'y pense pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est un peu un paradoxe. C'est certainement un des plus vieux métiers, enfin en tout cas peut-être un des rares métiers qui n'a jamais cessé d'exister dans notre pays depuis qu'il y a des êtres humains. Il y a toujours des gens qui se sont intéressés aux plantes pour l'hygiène de vie, pour la santé, pour l'alimentation, qui connaissent ces plantes. Donc on le pratique tous les jours et c'est vrai qu'effectivement il y a une certaine insécurité juridique et c'est pour ça qu'il y a déjà des dizaines d'années qu'il y a pas mal de gens qui se battent, j'en fais partie, pour que ça change.
Vous êtes installé dans la Creuse, vous faites des tisanes, c'est ça? Mon métier, c'est simple, oui, c'est ça. Je suis producteur de tisanes. Donc, en fait, il y a à peu près 90 espèces que je propose au public. Et il y en a les 2 tiers qui sont à l'état sauvage, parce qu'en fait, il y a beaucoup de plantes qu'on ne peut pas forcément mettre en culture. Et souvent, les plantes sauvages ont un intérêt au niveau du bien-être, au niveau de la santé. Puis après, j'en cultive aussi. Et après, c'est très simple. C'est vraiment, il y a quelques centaines de personnes qui font le même métier que moi. On cueille ces plantes, on les cultive, ensuite on les sèche simplement, ou on les distille, ou on en fait des eaux florales, des transformations à la ferme de manière très artisanale, et on les propose au public. Martine Berthet, c'était important d'apporter des garanties, d'avoir peut-être justement des propositions pour aller vers une reconnaissance légale pour un statut pour ces personnes, comme Thierry Thévenin par exemple. Alors, je voudrais préciser que je n'ai pas fait partie de cette mission d'information, mais qu'en tant que pharmacien, je veux bien vous donner mon point de vue à ce sujet. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, à regarder. C'était l'intérêt de cette mission. Mais ce que je tiens surtout à rappeler, c'est que les pharmaciens, au cours de leurs 6 années d'études, apprennent de façon parfaite et complète à reconnaître les plantes, apprennent tout leur caractère organoleptique, visuel, connaissent tous les principes actifs que peuvent contenir les plantes et donc toutes les interactions qu'il peut y avoir avec des médicaments, les doses auxquelles il faut les utiliser. Je pense que c'est très important. Et c'est sans doute pour cette raison que le métier d'herboristerie n'existe plus, puisqu'il y a les réseaux des pharmacies qui sont géographiquement bien dispersés dans notre territoire. Donc, quelqu'un qui est formé pour mais est-ce que c'est au seul pharmacien, on va arriver au cœur du sujet, justement, d'avoir cette autorisation pour vendre ces plantes médicinales? Vous l'avez vous-même rappelé, parfois à forte toxicité. Il faut un contrôle sanitaire, des connaissances particulières? Oui, bien sûr, tout à fait. Il faut des connaissances, tout d'abord pour être sûr que la plante que l'on a devant soi est bien celle que l'on pense être, et puis ensuite pouvoir vérifier quels peuvent être les autres traitements associés, médicamenteux, que prend la personne que l'on a en face de nous, puisqu'on sait très bien qu'il y a des plantes qui peuvent être inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques, c'est-à-dire accentuer ou diminuer l'effet de certains médicaments. Il y a des plantes, même dans la nature, partout, qui peuvent être très toxiques simplement par la consommation de baies ou de racines, qui ne sont pas les bonnes ou celles que l'on pense non plus. Donc oui, effectivement, il faut avoir une formation très très poussée sur les plantes. Daniel Chassaing, quel regard apportez-vous sur ces travaux, de cette mission d'information sur l'herboristerie et les plantes médicinales? Alors tout d'abord, je voudrais quand même féliciter Joël Labbé, parce que effectivement, ce groupe de travail est utile. Développement de l'herboristerie et des plantes médicinales, la demande est en hausse, il peut y avoir une demande d'emploi pour la production, notamment pour les paysans herboristes, et effectivement on arrive à la demande d'herboristes, c'est-à-dire le diplôme qui a été supprimé en 1942. Je rappelle qu'en 1942 il y avait très peu de médicaments synthétiques, si vous voulez, ou même de médicaments dont les principes actifs ont été retirés des plantes. Et donc, pour moi, autant, si vous voulez, cette mission avait un but tout à fait louable, et il faut continuer, d'ailleurs, on va absolument continuer, il n'y a pas eu de consensus, mais il y a un gros intérêt à aboutir. Autant, je reviens un petit peu sur ce que vient de dire ma collègue, c'est-à-dire que les pharmaciens sont des professionnels qualifiés, il y a un maillage de toute la France au niveau pharmacie, ils contrôlent les ordonnances et ils contrôlent les médicaments, si vous voulez, c'est très important, ils contrôlent les médicaments du médecin, mais aussi les interactions. Vous pouvez aller à la pharmacie, par exemple, demander des plantes qui ont un principe actif, eh bien maintenant les gens ont des polypathologies et ils prennent des fois 7 médicaments, ils reviennent de l'hôpital, c'est pas forcément le médecin traitant qui les avait, et donc là il peut y avoir des interactions et des interactions avec le principe actif des plantes. Donc on en est là, et il serait, je pense, souhaitable qu'il y ait un herboriste, mais je pense qu'on va arriver, j'espère, à trouver une solution, un herboriste qui soit peut-être l'équivalent du préparateur en pharmacie et qui soit sous la responsabilité du pharmacien. Et je pense qu'on créerait des emplois et on développerait beaucoup, à mon avis, la consommation de plantes. Ça vous fait réagir? Oui, en fait, bien sûr qu'il y a des interactions entre les plantes et les médicaments, mais je crois que c'est pas, on peut pas juste voir les choses comme ça. Il y a des interactions, par exemple, entre les médicaments et le café, le thé, l'alcool, la bière, le vin. On le sait.
Je crois que les gens ne faut pas prendre les consommateurs non plus. Aujourd'hui, le consommateur a vraiment évolué. Il y a une culture des plantes qui s'est mise en place au fil des années. Et aujourd'hui, les gens savent très bien que les plantes ne sont pas sans danger. On a, à la Fédération des paysans herboristes, lancé une enquête auprès de consommateurs. Il y a eu plus de 1500 réponses et c'était une enquête longue où les gens répondaient à un grand nombre de questions. Par exemple, il y a une question, on leur a posé, est-ce que vous pensez que les plantes sont sans danger? Est-ce que vous pensez qu'un produit à base de plantes, ça ne présente pas de danger? 88% des gens ont répondu que effectivement, ils savaient très bien que même des plantes, ça peut être dangereux, ça peut poser problème. C'est à peu près le même chiffre que pour les médicaments. Il y a un institut de sondage qui avait posé la même question pour le médicament, c'est 90%. Donc je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs ont évolué. Je pense qu'il y a un problème avec ce monde de la pharmacie qui a du mal à évoluer. Je suis d'accord que les pharmaciens ont de la formation pendant leur cursus, mais ça reste quand même quelques dizaines d'heures, c'est quand même pas si énorme que ça. Je pense que si tout allait bien et si le réseau des pharmacies serait suffisant, il n'y aurait peut-être pas des milliers de points de vente de plantes comme il y en a aujourd'hui, et les gens ne viendraient pas forcément vers nous. Donc justement, voilà, moi je pense qu'on va en parler avec vous, Ida Bost, on ne vous a pas encore entendu sur ce plateau. Il y a quand même un engouement aujourd'hui, je le disais, une demande peut-être d'un retour à une médecine plus naturelle, une médecine douce, se soigner par les plantes, c'est quelque chose qui revient. On se détourne de plus en plus justement de ces médicaments synthétiques, Daniel Chassaing. Alors en fait, il me semble qu'il faut bien poser le débat dans le bon sens, en quelque sorte. Regarder les choses de manière objective. Quels sont un peu les faits? La question n'est pas de savoir si on va créer ou pas l'herboriste demain. La question n'est pas de savoir si l'herboriste il est bien ou pas. Parce qu'il est là. Concrètement, il y avait des herboristes, il y a des herboristes, il y aura des herboristes. Si on imagine qu'il n'y a plus de mission, si on imagine qu'il n'y a plus de proposition de loi, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Il y aura des herboristes. Pourquoi? Parce que c'est une expression qu'avait utilisée Joël Labbé, on est face à un phénomène de société. Et c'est effectivement le cas. Pourquoi? Parce que l'herboristerie est à la rencontre de 3 grandes attentes sociales, 3 grands mouvements. Le premier, c'est la question de l'environnement, c'est-à-dire à partir des années 70-80, on s'est dit « Ah, il faut qu'on fasse attention à notre environnement ». Et l'herboristerie répond à ça, est une forme de réponse. C'est-à-dire que quand je vais acheter des plantes chez l'herboriste, je ne cherche pas à me fournir en plantes. Je ne cherche pas, je ne sais pas, moi, nettoyer mon foie ou quelque chose comme ça. En réalité, je fais un acte symbolique qui est en quelque sorte d'avoir un autre rapport à la plante. L'herboriste symbolise un rapport respectueux à la plante. Il symbolise l'homme-plante, il symbolise le respect, l'harmonie avec la nature, qui est une attente sociale qui est de se dire bon. Ça c'est dans un monde peut-être idéal, Ida Bost, puisque si non c'est pas une question. Laissez-moi finir. C'est aussi peut-être la façon dont les Français qui veulent avoir accès à ces plantes, ils ne vont pas forcément se tourner vers les herboristes. Ils peuvent aussi avoir accès à des produits sur Internet. Il peut y avoir des dérives et c'est là peut-être qu'intervient le domaine législatif et réglementaire. Ah, tout à fait, bien sûr, c'est pas la question. Bien sûr qu'il faut réglementer, bien sûr qu'il peut y avoir tout un tas de choses. Moi, je me contente simplement de dire l'état de fait. L'état de fait, c'est que vous avez des gens qui vont chez les herboristes et qui pourraient acheter leurs plantes sur Internet. Ils pourraient l'acheter autrement. Sauf qu'ils vont chez l'herboriste. Et la première des questions, mon sens, la première chose à faire, c'est se dire, mais pourquoi ils vont chez l'herboriste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers l'herboriste? Et une fois qu'on sait ça, il faut savoir comment ce phénomène-là, effectivement, il faut faire en sorte qu'il se passe le mieux possible. Il est certain qu'à mon sens, il faut effectivement un encadrement juridique parce qu'on est dans quelque chose qui est pas loin du vide juridique, donc c'est Joël Labbé ensuite, Thierry Thévenin. Mais il faut que ce soit c'est un phénomène de société, un engouement. Est-ce que vous l'avez quantifié, Joël Labbé? Alors le côté engouement ne se quantifie pas forcément, mais on le sait, c'est dans l'air du temps et pas comme ça. C'est pas une mode, c'est une vague véritable et pour moi nécessaire et salutaire. La réconciliation avec le monde du vivant, végétal, animal aussi d'ailleurs. Donc là, maintenant, si on repart précisément sur notre rôle à nous de législateurs. Tout d'abord, les pharmaciens, c'est un métier noble et c'est un métier hautement respectable. Ce maillage sur le territoire national, c'est une chance que l'on a. Maintenant, je trouve, un certain nombre de pharmaciens, pas tous, parce qu'on a discuté aussi avec des pharmaciens qui savent que les choses vont avancer. C'est pas du tout de la concurrence. De toute façon, il y a les 148 plantes qui sont libérées du monopole pharmaceutique. Celles-là, elles sont vendues. Elles sont vendues par tout le monde. Oui.
Les compléments alimentaires, c'est de mémoire 542 compléments alimentaires vendus par tout le monde. Les huiles essentielles. Là, de toute façon, il y a nécessité, justement, il y a un vide. Alors, il y a des professionnels, plus ou moins bien, mais qui ne sont pas reconnus. Il y a ceux qui sont fermés parce qu'on a quand même 5 écoles d'herboristerie en France et qui donnent des enseignements qui sont intéressants. Par contre, tout ça, il y a lieu d'harmoniser, il y a lieu aussi d'encadrer et de faire en sorte que les futurs herboristes, il y en a déjà, et ils connaissent leur métier, mais les futurs soient d'une part formés, une formation diplômante, reconnus comme herboristes de comptoir, ou paysans herboristes, mais aussi les spécialisations de pharmacie possibles pour ce qui est du monopole pharmaceutique, parce qu'il y a un certain nombre de plantes qui vont y rester, et c'est nécessaire. Et bien qu'il y ait ce complément de formation, parce que je crois qu'il y a nécessité, beaucoup de pharmaciens le disent, il y a eu rupture avec l'herboristerie au fil du temps par beaucoup de pharmaciens. On va demander à Thierry Thévenin, très concrètement, qu'est-ce que ça changerait ce statut pour vous ? Ça changerait qu'on sortirait de ces logiques un petit peu de citadelle, quoi. On voit d'un côté des institutions de la pharmacie qui sont dans une citadelle en disant il n'y a que nous et on ne peut pas accepter d'autres gens que nous. Il y a des gens comme moi qui vont se retrouver dans une espèce de no man's land. En fait, le consommateur s'en moque un peu. Moi, mes clients, ils vont chez le médecin, ils vont chez le pharmacien. J'ai des relations avec le médecin de mon village. Enfin, je veux dire, sur le terrain, ça se passe bien. Et il faut vraiment que ça bouge et que ça change. Je crois que de la tête. Oui, parce que je dis que tout à fait, les personnes qui font des plantes, ils ne sont pas du tout contre les médecins ou les pharmaciens. Je parle le législateur. Normalement, si on fait un diplôme où on vend des plantes, et je répète, actuellement, les gens ont de nombreux médicaments, eh bien, il faut, je pense qu'un herboriste pourrait, dans une officine, conseiller les personnes qui arrivent, mais après, au cas où la personne prend beaucoup de médicaments, je pense que le pharmacien est là pour dire, attention, il y a une contre-indication, pour contrôler. Voilà, mais je suis pour qu'il y ait un diplôme d'herboriste, je suis tout à fait d'accord. Martine Berthet, Thierry Thévenin, oui. Oui, donc je voudrais tout d'abord rectifier ce qui a été dit tout à l'heure, ce ne sont pas juste une dizaine d'heures qui sont dispensées. Je n'ai pas dit une dizaine. Hein. Qui sont dispensées au niveau de la pharmacie. Il s'agit des études de pharmacie, il ne s'agit pas seulement de savoir reconnaître les plantes, mais il y a toute la pharmacognosie, toute la connaissance des principes actifs exacts et de leurs effets. Donc ce sont beaucoup plus que cela en nombre d'heures. Je rejoins ce que dit mon collègue, le sénateur Chassaing. C'est vrai qu'effectivement, un diplôme d'herboriste sous le contrôle, sous la surveillance d'un pharmacien d'officine, pourquoi pas ? Parce que là, je crois que nous parlons quand même de santé publique et d'une exigence vis-à-vis de la santé de tous. Et on ne peut pas consommer, comme on le disait tout à l'heure, des plantes comme ça sans avoir ce contrôle, cet œil averti, notamment par rapport aux autres traitements qu'il pourrait y avoir, aux autres traitements médicamenteux. Alors bien sûr, certaines plantes sont effectivement déjà en libre accès et pas forcément que dans les officines. Ce sont des plantes pour lesquelles il est avéré qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui peuvent être délétères. Je pense par exemple à la mauve, le coquelicot, enfin voilà, ce genre de plantes qui sont efficaces, qui ont leur efficacité, mais qui n'ont pas de conséquences graves. Donc oui, pourquoi pas un diplôme. Ça fait partie des propositions. Mais sous le contrôle d'un pharmacien. D'ailleurs, je voudrais quand même dire que les pharmaciens ont bien senti cet appel. Et je crois qu'on va tous dans ce sens-là, on est tous concernés de cet appel, cette envie d'aller beaucoup plus vers la nature. Et les pharmaciens ont formé leur personnel préparateur aussi, ont développé beaucoup plus la phyto, l'aromathérapie, tous ces secteurs effectivement qui sont beaucoup plus se soigner nature. Mais il y a une efficacité, ce n'est pas banal de prendre des plantes ou de l'aromathérapie, ce n'est pas banal. Moi, ce que je voudrais soulever, c'est un problème très concret. Là, vous nous dites que la mauve, c'est en vente libre, que tout le monde peut la vendre et que c'est normal et qu'on peut la trouver en dehors d'une officine. Vous dites qu'elle est efficace, mais vous avez le droit de dire, moi, j'ai pas le droit de dire. Moi, si aujourd'hui, je vends de la mauve et que je dis que c'est efficace pour combattre la constipation, je suis hors la loi. Et ça s'appelle exercice illégal de la pharmacie et je risque 2 ans de prison et 37 500 € d'amende. C'est de ça qu'il s'agit de sortir, de cette espèce d'aberration
qui a trop duré et qui n'a pas de sens. On ne vend pas des médicaments, on vend des produits de santé, des produits naturels de santé, des produits de bien-être. La constipation, c'est pas un cancer, c'est pas une pathologie gravissime. On n'a droit à rien aujourd'hui. Oui, alors effectivement, sur ce que nous délivrons, sur les emballages, il n'y a pas d'allégation non plus. C'est toute cette connaissance effectivement que nous avons, que nous pouvons dispenser à notre patientèle. Ida Bosc, en tant qu'anthropologue, que dites-vous de ces débats? Qu'est-ce que ça dit finalement quand on voit aujourd'hui, il y a les réticences exprimées par l'ordre des pharmaciens justement sur cette reconnaissance à la fois des diplômes et des compétences des herboristes? En matière d'herboristerie, c'est vrai que c'est un sujet qui crée beaucoup de tensions et qui focalise un peu des positions. Mais je pense que l'une des grandes erreurs, c'est de ramener systématiquement le débat à une opposition herboriste-pharmacien. Cette opposition, elle l'était pas et elle l'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des herboristes qui sont diplômés de pharmacie. Il y en a Patrice de Bonneval, il l'est, Gilles Ravenot, il l'est, etc. Donc c'est... Après, je crois que, bien sûr, le pharmacien a un savoir, bien sûr, il a cette possibilité de vendre des plantes, etc. Mais je crois qu'il faut revenir sans cesse à ce qu'est la réalité de l'herboristerie. Et concrètement, les gens vont voir des herboristes. Pourquoi? Juste revenir vers ça. C'est-à-dire que l'image du pharmacien n'est pas l'image que porte l'herboriste dans la société. Il ne faut pas opposer les deux professions. C'est ce que vous dites. Joël Labbé, vous insistez aussi dans votre rapport, dans vos préconisations, sur l'aspect filière d'avenir. Ça aussi représente peut-être un levier économique, cette filière. Vous l'avez dit, beaucoup de jeunes attendent une reconnaissance de leur diplôme. Ils sont dans ces filières. Et d'autant que 80% des plantes vendues en France sont importées. Ça, j'ai lu ça. C'est un chiffre qui interpelle aussi. C'est une des instructions du rapport. 80% de nos plantes qui sont importées. Alors que la France a une tradition d'herboristerie. Et tout ça, en 60 ans, ça a été quelque part balayé. Là, maintenant, il y a lieu justement de se réapproprier ces productions. Et là, l'intérêt, c'est sur l'ensemble des territoires. En termes de développement économique local, en termes d'emploi pérenne. Et cet engouement notamment des personnes de 20-25 ans qui vont dans les écoles d'herboristerie pour devenir producteurs, cueilleurs et vendre leurs plantes. Qu'on le veuille ou non, ils existent et véritables. Et moi, je trouve ce phénomène extrêmement encourageant. Alors, on se doit, à mon sens, de donner des réponses. Alors, sur l'aspect vous parlez de l'économie et de cet essor-là qui serait apporté. On n'a pas évoqué encore les Outre-mer. 80% de notre biodiversité se retrouve dans les Outre-mer. Et les Outre-mer ont été laissés pour compte jusqu'à aujourd'hui. Les auditions que l'on a eues auprès de spécialistes dans les Outre-mer ont été édifiantes. Ils sont en attente énorme et ils savent l'intérêt qu'a le développement de l'herboristerie et des productions d'herboristerie sur leur territoire. Donc, oui, c'est une réponse économique extrêmement intéressante. Très rapidement. Oui, très rapidement. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aux Outre-mer, il y a un exemple qui est très intéressant, que ça serait bien de mettre en place en métropole, c'est qu'il n'y a pas eu le même barrage ou les mêmes murs qui existent entre les scientifiques et les praticiens populaires. Et donc, il y a un projet qui s'appelle Tramil. On n'a plus beaucoup de temps, je suis désolée. Merci en tout cas à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Je rappelle votre ouvrage, Thierry Thévenin, Plaidoyer pour l'herboristerie. On va passer à un autre sujet qui peut-être aussi vous concerne, c'est le foot, puisqu'il y avait un match entre députés et sénateurs à l'initiative du think tank Sport et Citoyenneté, c'était hier. Alors je vous propose de regarder ce reportage. Ils ont échangé le costume et la cravate pour l'équipement de sport. Des sénateurs de tous bords se réunissaient pour affronter députés et journalistes dans une atmosphère détendue. Ça fait du bien de se retrouver dans une ambiance comme ça, ça change un tout petit peu de l'hémicycle quand même. Quelle est la stratégie là ce soir là? Je ne peux pas vous le dire, parce qu'en fait c'est une stratégie secrète. Non, on va essayer de marquer. Voilà. Et finalement, ce sont les députés qui l'emportent.
sont plus jeunes, ils sont plus forts, il faut accepter. En première lecture, c'est toujours l'Assemblée qui prédomine, mais en seconde lecture, on sera présent. Et même sur le terrain, la politique n'est jamais très loin. C'est l'occasion, justement, cet aspect ludique, d'évoquer des sujets plus sérieux. Donc on a évoqué un petit peu la problématique du sport dans le contexte actuel. À l'origine de ce tournoi, le think tank Sport et Citoyenneté, qui souhaite participer à la promotion du sport en France. Le sport, et c'est le message que l'on veut faire passer aujourd'hui, peut avoir de l'influence sur la société. En termes de santé, évidemment, d'activité physique, on est une société de plus en plus sédentaire. Nos enfants, nos jeunes bougent de moins en moins. Et là, on a voulu symboliquement bouger, nous, entre sénateurs, entre députés. Donc cette victoire, j'espère demain que ce sera la victoire du sport français. Finalement, les sénateurs terminent 3e, mais dans la bonne humeur. Sur le dernier tournoi, on était fini 4e, donc là on s'améliore. Une belle équipe, un excellent gardien, attaquant, donc bravo. Sénateur, Voilà, et avant de se quitter, ne ratez pas ce soir le premier numéro de notre nouveau magazine de l'emploi. C'est à 23h et c'est présenté par Kadi Adoum Douassa. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.